Dans le langage courant, on a l'habitude de dire « les victimes », comme si celles-ci représentaient un groupe homogène. Alors que dans la réalité, c'est l'inverse. Il y a une multitude de personnes, soit accidentées, soit victimes d'agressions, d'accidents médicaux, d'attentats terroristes, qui ont des parcours très particuliers, très singuliers, en raison de leurs blessures, de leur siège, de l'intensité de l'atteinte qu'elles ont subie. Et parmi celles-ci, il me semble un peu intéressant de s'arrêter un instant sur les traumatisés crâniens, parce que c'est une population de victimes qui est encore trop méconnue, pas dans le monde médical où des neurologues, des neurochirurgiens, des neuropsychologues travaillent à l'approfondissement des connaissances de cette pathologie depuis des années, mais dans le monde environnant, dans la vie courante, ce sont des populations qui sont assez méconnues. Et c'est assez paradoxal parce que les traumatisés crâniens, en fait blessés de l'encéphale, sont majoritaires parmi les accidentés de la route graves. La méconnaissance sociale de cette problématique, elle est très douloureuse pour l'individu lui-même et pour sa famille. Pour la famille, parce qu'elle est obligée de faire un réapprentissage de la coexistence avec quelqu'un qui n'est plus tout à fait le même, qui n'a plus vraiment la même personnalité, alors que son apparence physique est préservée. On pense souvent handicap pour des gens dont les limitations sont ostensibles, le fauteuil roulant, l'amputation, la prothèse, la fracture, le plâtre. Là, le handicap est invisible. Rien ne le rattache à un accident ou à des lésions cérébrales. Et donc pour les membres de la famille, c'est déjà quelque chose de très important que de réapprendre, de trouver un nouvel équilibre avec cette personne qui a une autre approche de la relation aux autres. Et puis, elle doit, la famille, amortir aussi ce regard ou indifférent ou inquiet, voire désapprobateur, de ces gens qui, en raison de leur trauma crânien, ont une manière de parler qui est différente, ont des mouvements qui sont parfois différents parce qu'il y a des troubles neuromoteurs de l'articulation. Ça peut presque sembler être des gens qui sont alcoolisés et qui ont parfois des conduites ou familières ou violentes ou agressives. Et donc cette capacité à absorber le regard social, c'est une des difficultés. Et le trauma crânien, quand il se situe dans le champ de la réparation, eh ben, il a les mêmes problèmes de reconnaissance parce que les acteurs de l'indemnisation ne sont pas très à l'aise aussi avec cette problématique. Les acteurs de l'indemnisation, ils aiment ce qui est visible, ce qui est ostensible. Quand quelqu'un a une fracture, qu'elle a une limitation d'un de ses membres, eh bien tout ça est mesurable, objectivable. Quand un membre est amputé, évidemment, l'anatomie est entamée et perturbée, et donc ça aussi c'est mesurable, c'est objectivable. Là, on est dans un fonctionnement mental déficitaire, on est dans une représentation de la réalité qui est perturbée, et c'est difficilement visible. Parfois même, l'imagerie, les IRM ou les scanners qui permettent de localiser des lésions cérébrales sont silencieuses. Donc c'est une grande difficulté pour les acteurs de l'indemnisation par rapport à leur schéma habituel. Ça les oblige à un effort de qualification, de spécialisation pour comprendre ces problématiques qui sont, pour les spécialistes du soin et pour les familles, quelque chose de très réaliste, de très réel, de très patent. Et puis, il y a dans l'évaluation du handicap, notamment dans l'indemnisation, une culture de l'incapacité. On va mesurer chez un paraplégique son incapacité de marcher, par exemple. Mais chez le trauma crânien, ce n'est pas tellement la capacité qui est en cause, c'est la possibilité d'activer sa capacité à faire des choses. Car c'est souvent la prise d'initiative, l'activation qui est en jeu. La possibilité de mesurer aussi le danger d'une situation. Le sentiment d'insécurité n'existe pas chez le trauma crânien, il peut s'exposer à des conduites à risque. C'est son rapport à autrui aussi qui ne met pas en cause la capacité qui est en jeu. Il va être violent, il va être désinhibé, il va harceler, il va être familier sur le plan du verbe et ça peut le mettre en danger.
toutes ces considérations, elles sont mal prises en compte dans la seule notion d'incapacité. Et donc les acteurs de l'indemnisation, qu'ils soient experts ou juristes, doivent faire un effort de meilleure compréhension du trauma crânien pour aboutir à des réponses qui doivent compenser ce qui n'est pas une dépendance, mais une réelle perte d'autonomie. Le trauma crânien renvoie à la possibilité de gérer soi-même son existence. Chez le trauma crânien, on peut avoir quelqu'un qui est complètement restauré au plan moteur, au plan de l'apparence physique, et qui n'est plus en capacité de prendre des bonnes décisions pour son existence, et notamment des décisions à élaborer, qui va peut-être être dans une difficulté immense pour se réinsérer professionnellement, alors qu'en apparence, il donne le change. Donc c'est très important d'avoir conscience de la spécificité des problèmes posés par le traumatisé crânien, crânio-encéphalique, pour qu'on puisse avoir une évaluation adaptée de cette perte d'autonomie. Il y a des dimensions qui sont très importantes, notamment c'est le temps, parce que très souvent la stabilisation intervient à distance de l'accident. Un traumatisé crânien est consolidé, c'est-à-dire considéré comme ne progressant plus au moins 3 ans après l'accident. Et un jeune traumatisé crânien, il y a parfois des enfants qui sont victimes de traumas crâniens graves, soit qu'ils sont renversés, soit qu'ils sont passagers de leurs parents, on attend la majorité. De sorte que si l'enfant a un trauma crânien à quelques mois de son existence, eh bien on va attendre 18, 19, 20 années. Ça pose des problèmes en termes d'expertise. Il faut faire des expertises intermédiaires, provisoires. Il faut tenir compte du décrochage que l'enfant peut avoir dans son développement. Et pour l'adulte, des difficultés qu'il va rencontrer malgré sa volonté de reprendre une vie normale, puisque très souvent, il a une méconnaissance de ses troubles, ce qui s'appelle l'apragmatisme. La prise en compte de la spécificité du trauma crânien est une condition de la qualité de son indemnisation, et donc ça doit faire appel à des gens qui sont spécialisés en la matière, qui connaissent la problématique médicale à la phase aiguë, à la phase, on va dire, neurochirurgicale, à la phase de la réanimation, mais aussi dans le devenir. Et là, c'est plutôt les médecins de médecine physique et de réadaptation qui connaissent ces difficultés. Et puis, c'est ensuite le secteur médico-social qui s'expose et qui doit gérer, accompagner toutes ces problématiques de réinsertion dans l'environnement familial et dans le secteur professionnel. Et puis, c'est évidemment la spécialisation de l'avocat qui doit accompagner ces populations et qui doit être un fin connaisseur de ces problématiques par son expérience, par sa formation médicale et par son expérience de la gestion de situations si compliquées. Le traumatisé crânien est une victime spécifique, en ce sens que c'est l'une des rares victimes dont la démonstration du handicap ne va pas de soi. D'abord parce que l'imagerie, la preuve par l'imagerie n'est pas toujours là. On peut avoir une commotion cérébrale qui entraîne des bouleversements dans son fonctionnement quotidien et avoir une imagerie qui est complètement normale. Et puis ensuite, parce que très souvent, les lésions cérébrales identiques chez deux victimes n'entraînent pas les mêmes évolutions. Et la tentation de certains acteurs, c'est de dire « Ah ben c'est la personnalité préexistante de la personne, il y a un état antérieur. Elle est sûrement au plan psychiatrique dans une constitution déjà anormale avant l'accident. » Et donc elle est souvent confrontée, peut-être plus que les autres, à un risque de minimisation de ses séquelles et une sous-estimation de ses besoins. La sécurité en matière d'expertise de traumatisé crânien, c'est de prendre un temps de recul suffisant. Alors il ne s'agit pas de revoir la personne, comme souvent le suggèrent les assureurs, toute la vie, et tous les 5 ans. Qu'on soit indemne de toute lésion ou handicapé, on a le droit à un moment de sortir d'un dossier juridique. Et donc il faut un temps suffisant, pas illimité, mais pour prendre conscience qu'au moment où la personne retrouve ses habitudes de vie, ce retour à la vie réelle, non plus celle de l'hôpital ou de la rééducation, va être le révélateur de difficultés que la famille va observer ou que l'environnement professionnel va observer. Donc toujours prendre un recul suffisant, ce qui n'empêche pas, par rapport à ce recul, d'avancer sur le versement de provisions qui sont également très utiles et qui facilitent ce retour à la vie.
Quand le traumatisé crânien achève sa période de soins, de rééducation, commence la période de la réadaptation, qui peut conduire à une réinsertion. La réadaptation, c'est le retour à la vie de famille avec les difficultés que j'ai évoquées en préambule. Ce changement de comportement peut être extrêmement déstabilisant pour la famille et l'équilibre familial peut d'ailleurs complètement imploser. Et puis c'est la reprise d'activité. Est-ce que ce trauma crânien va pouvoir reprendre une activité professionnelle identique à celle antérieure à l'accident? Est-ce que ça va être une activité plus limitée dans son volume horaire? Est-ce que ça va être au sein de la même entreprise, mais vers des activités plus subalternes ou plus passives? Ou est-ce que ça va être une inaptitude totale ou une orientation vers un secteur protégé? C'est toutes ces questions qui doivent être posées dans l'expertise et dans la réparation, parce que si on y prend garde, ces préjudices, qui sont des préjudices énormes, vont être sous-estimés ou niés. Alors, pour participer à la réinsertion, il faut savoir que l'expertise peut avoir plusieurs temps, qu'il y a dans les dispositifs de prise en charge des traumas crâniens au titre de la compensation du handicap, on a des unités d'entraînement et de réévaluation qui sont éparpillées dans toute la France et qui s'appellent les UEROS et qui permettent d'évaluer cette aptitude, ce qui peut nourrir la réflexion des experts. Dans la prochaine thématique, je vais évoquer des victimes particulières qui sont celles qui subissent, et on le sait malheureusement de plus en plus souvent, des violences volontaires, qu'elles soient familiales, à l'extérieur, il y a des agressions de tout type qui portent des atteintes à l'intégrité physique et qui peuvent faire l'objet d'une réparation. C'est utile de l'évoquer parce que nous disposons en France d'un système unique au monde. Et pourtant, il faut le mobiliser parce qu'il est un peu différent des régimes d'indemnisation des victimes d'accidents de la route.